Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. À l'heure de l'urgence climatique, est-il encore raisonnable d'envoyer des milliers d'étudiants en mobilité à l'étranger ? C'est la question de notre discussion du jour avec Zoé et Manon, deux anciennes étudiantes Erasmus. Dans une première partie, on a discuté de nos Erasmus respectifs, de comment on les concevait à l'époque, des questions que l'on pouvait se poser et de notre point de vue aujourd'hui, alors que nos études viennent de se terminer. En seconde partie d'épisode, Manon nous parlera de l'entreprise qu'elle a créée pour les étudiants et de ses difficultés d'allier petit prix, fun et durabilité. C'est Buddies and Trip, la première agence de voyage pour étudiants. Et enfin, on vous partagera quelques conseils pour voyager quand on est étudiant, durablement, pas cher et voire même gratuitement. Alors si ce programme vous plaît, rendez-vous de suite avec l'interview. Coucou Manon et Zoé, comment ça va ? Coucou, ça va super et vous ? Très bien. Donc vous êtes comme moi des anciennes étudiantes Erasmus et Manon t'as même créé ton entreprise dédiée aux voyages étudiants qui s'appelle Buddies and Trip. On aura largement l'occasion d'en parler tout à l'heure. Aujourd'hui je voulais vous inviter non pas pour parler d'Erasmus et des mobilités d'une manière générale parce qu'il existe déjà plein de podcasts dédiés à ce sujet, mais c'est plutôt pour se questionner sur l'impact que peuvent avoir ces mobilités. Parce que juste pour donner un chiffre, juste avec le programme Erasmus, entre 2014 et 2020, il y a eu 600 000 départs. Donc c'est assez énorme. On peut se demander les impacts que ça peut avoir. On n'a pas la prétention d'être des experts scientifiques, mais je pense qu'on peut quand même en discuter, ouvrir le débat. Mais pour commencer, je vais vous demander quand même de vous présenter, qui vous êtes, quelles études vous avez faites, quel Erasmus mobilité vous avez faites, dans quel pays, en quelle année, et voilà. Je te laisse commencer Zoé. D'accord, pas de souci. Bon, alors je me présente, donc je m'appelle Zoé, donc j'ai 24 ans. Je suis actuellement en fin de master, donc je suis vraiment dans ma fin d'études, en alternance dans une école de commerce. Avant ça, j'étais dans une autre école de commerce et de développement qui était justement spécialisée dans le développement durable, tout ce qui est l'économie sociale et solidaire. Et donc c'est grâce à cette école que j'ai pu partir justement avec eux un semestre en Argentine. Et toi, Voilà. Manon ? Et du coup, moi c'est Manon, j'ai 25 ans aujourd'hui, j'ai fait une licence d'anglais et après j'ai enchaîné du coup avec un master dans une école de commerce appliqué au tourisme, donc une école de tourisme. Et je suis partie 2 fois en mobilité. Une première fois du coup en Pologne avec le programme Erasmus pendant 1 an et une deuxième fois en Italie avec le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs pendant du coup 4 mois à peu près. Et aujourd'hui, je suis à mon compte et je travaille sur mon agence de voyage à temps plein. Et vous étiez partie à peu près en quelle année en Erasmus ? Alors moi, c'était en 2019, puisque quand je suis revenue, il y a eu le Covid un mois plus tard. Donc c'était vraiment pile au bon moment. Et moi en 2018 du coup. Et l'année dernière, du coup en 2022. Ok, bon, moi c'était à peu près pareil que vous. J'étais partie au Mexique en 2018-2019, donc pareil, juste avant le Covid. Donc c'est bien, comme ça on est partis en même temps, donc on est à peu près dans le même contexte. Parce que justement, je voulais vous demander, est-ce que à l'époque où vous étiez partis, vous vous étiez posé des questions sur l'impact de votre voyage, par exemple, bah, toi, Zoé, en Argentine, moi, au Mexique, c'était des voyages très loin, donc on prenait l'avion forcément. Est-ce que vous vous posiez des questions à ce sujet-là ? Alors moi, alors j'étais dans une école justement où on parlait que de ça toute la journée justement. Donc pour le coup, oui, mais c'est vrai qu'il y avait cette notion de vouloir peut-être faire des choses justement, des projets qui étaient à impact positif. Mais c'est vrai que dès qu'on parlait plutôt de nos de nos échanges ou en tout cas de nos futurs voyages, c'est vrai que c'était une question qui se posait un peu moins parce qu'il y a toujours ce gros problème de se dire je vais aller loin, mais est-ce que je vais prendre un mois pour y aller d'une autre manière qu'en avion, ça devient beaucoup plus complexe. Alors que moi, par contre, la Pologne, c'était plus près. Donc,
C'est vrai que je me suis peut-être un peu moins posé la question et même à l'époque, on se posait pas trop la question. Le but, c'était de partir. Enfin, c'était moi, personnellement, c'était un de mes rêves de faire un Erasmus. Donc, c'était plus de partir sans se poser la question de comment, pourquoi. Et puis aussi, en termes pratiques, enfin, pareil, même si c'est plus près que vous, en termes de train ou de bus, pour aller en Pologne, ça prend quand même du temps. Avec les valises pour déménager, les grosses valises qui font 3 fois notre poids, etc. C'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, bah moi c'était pareil parce que donc je me rappelle à l'époque j'étais déjà intéressée par donc ce que j'appelais l'écotourisme, qu'en fait on pourrait dire le tourisme durable aujourd'hui, mais à l'époque pour moi ça s'appelait l'écotourisme. Mais quand j'ai décidé de partir au Mexique, jamais j'ai pensé à l'impact que pourrait avoir le trajet en avion. Et je me demandais si les écoles aujourd'hui en parlaient. Enfin, je sais pas trop si vous le savez, surtout toi, du coup, Manon, vu que tu as lancé ton entreprise de voyage pour les étudiants. Bah justement, oui, pour mon étude de marché et même que j'ai dû mettre à jour récemment, je me suis un peu intéressée à ça et il s'avère qu'aujourd'hui, il y a des écoles qui commencent à mettre en place des éléments pour les mobilités internationales parce qu'en fait, elles se rendent compte que quand elles doivent faire leur bilan carbone, bah, ce qui pollue le plus chez elles, c'est les mobilités et notamment du coup les transports. Chez l'ESSEC, si je me trompe pas, ça représente 60% de leur émission de gaz à effet de serre, juste les mobilités internationales, donc c'est énorme. Et du coup, elles commencent à mettre en place certains programmes ou des éléments qui vont pousser les étudiants à faire plus attention. Donc soit elles vont inciter les étudiants qui partent à aussi faire leur projet d'études dans la même région, ou alors par exemple il y a la bourse Erasmus qui vient d'être créée pour inciter les étudiants à prendre des transports plus éco-responsables pour se rendre dans leur lieu d'études, donc que ce soit avec l'utilisation du covoiturage, du train ou autre, donc ça commence à se mettre en place. Après la bourse elle est entre 50 et 100 euros, donc c'est pas énorme, mais on voit qu'il y a quand même des évolutions qui sont en train d'être faites oui, par les écoles, mais c'est que le début je pense. Ah oui, c'est ce que j'avais vu pour le programme Erasmus, que depuis le pacte vert de la Commission européenne, où l'objectif c'est que l'Europe ait atteint la neutralité carbone en 2050, le programme Erasmus finance des projets durables et fait des compléments financiers et majoration de bourse, comme tu disais, pour les étudiants. Et je sais pas, est-ce que, par contre, côté étudiant, est-ce que ces questionnements, ils émergent? Je sais pas si tu l'as vu aussi dans ton étude de marché. Alors, je l'ai vu un petit peu, mais c'est difficile de trouver pas mal d'informations là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai vu quelques témoignages d'étudiants qui avaient décidé de se rendre sur le lieu d'études, par exemple en vélo. Ils ont pris leurs affaires, ils sont partis. Mais pareil, encore une fois, c'est bien, mais c'est aussi, ça demande des financements parce que le vélo, on s'arrête, donc il faut payer le logement, etc. Donc c'est aussi pour ça que je pense que la bourse Erasmus va aider pour ces étudiants qui font ces choix-là. Après, je pense que ça reste à une petite catégorie dans les étudiants, que ça se développe de plus en plus, mais que ça reste quand même une faible part des étudiants qui font cet effort-là. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de tester les mobilités et enfin, les échanges à distance qui se faisaient du coup beaucoup pendant la pandémie? J'avais vu que, je sais plus le nom de l'école, mais il y avait une école qui avait continué à le faire après la pandémie. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de tester et vous connaissez des gens qui ont fait des mobilités à À distance? distance dans le sens où, ils étaient qu'en visio ou quelque chose comme ça ou? Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, moi, je connaissais quelqu'un ouais, qui avait fait sa troisième année Sciences Po en Italie, mais en France. Oui, mais je connais quelqu'un qui a fait ça exactement pareil. C'était en Suède, mais en France du coup, donc oui, oui. En fait, c'était bah, du coup, il ne vivait pas vraiment sa mobilité, c'était beaucoup moins enfin, justement, il avait pas grand-chose à dire dessus. Finalement, en fait, bah, la culture, il s'en imprègne pas du tout. C'est juste à travers les cours qu'il peut un peu découvrir, donc c'est vrai que je sais pas si c'était le meilleur échange. C'était le même retour que j'avais eu. Donc, en parlant de ce que ça peut nous apporter, un échange, si je reprends les grands axes du programme, donc Erasmus, 2021-2027, qui tend vers plus de durabilité, ils font toute une partie sur la dimension vocation et ce que ça peut nous apprendre en termes d'exemples positifs en fait d'aller à l'étranger. Il y avait par exemple un exemple d'une fille qui était allée en Finlande et qui avait vu que le système éducatif en Finlande était particulièrement accessible aux personnes handicapées et qui s'était inspiré de ce système et pour après pouvoir le dupliquer, essayer de le dupliquer en France. Est-ce que vous, vos expériences à l'étranger, elles vous ont fait évoluer
elles ont fait évoluer vos réflexions et vos connaissances? Alors moi, c'est plus par rapport aux personnes que j'ai rencontrées plutôt que dans les destinations, parce que j'étais en Pologne et en Italie, donc c'est pas forcément les meilleurs exemples en termes d'écologie. Mais par contre, j'avais rencontré des personnes du Pays-Bas et eux, bah, le vélo, en fait, c'est notre voiture ici, quoi. Pour eux, c'est normal d'être en vélo, de se déplacer avec. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait fait pas mal réfléchir à tout ça et ça donne envie de faire évoluer ça en France également, que le vélo devienne beaucoup plus fréquent en fait plutôt que la voiture, sachant qu'on peut facilement l'utiliser même pour des petits trajets. Donc ouais, c'est plus par rapport à comment certains vivent plutôt que dans les destinations où j'ai pu aller. Et toi, Zoé? Alors moi, du coup, en Argentine, justement, c'est un peu le même exemple que que Manon. C'est pas des exemples en matière de développement durable, voilà, de tous ces sujets. Mais ce qui est beau, c'est que ça émerge du coup d'une autre façon. C'est que donc en Argentine, donc pour se déplacer, enfin, c'est des distances énormissimes. Donc le problème, c'est que c'est vite l'avion. Et moi, justement, c'est que j'ai totalement découvert une autre manière de voyager, qui était vraiment le bus. Donc tout le monde prend le bus, et pas forcément pour des raisons on va dire, de durabilité. À la base, c'est vraiment plus enfin, une question d'argent et de budget, mais ça se transforme au fur et à mesure en une question de durabilité, puisque tout le monde vraiment prend le bus. Il y avait vraiment énormément de personnes qui le prenaient. Et, euh, et non, ça permet vraiment de changer aussi, voilà, son mode de transport durant son voyage. Donc c'était vraiment, voilà, c'était différent, mais c'était agréable de découvrir ça. Moi, c'était à Mexico que j'avais découvert vraiment le vélo en ville, parce que j'avais jamais vraiment habité en ville avant. Et donc là, je débarquais dans une grande ville et j'ai découvert leur système de vélo de ville qui était hyper abouti. Pourtant, le Mexique, c'est pas du tout comme l'Italie ou la Pologne et l'Argentine. Je pense à un exemple de durabilité, mais il y avait ça. Il y avait aussi la végétalisation de la ville, qui était une ville très très verte, avec plein de parcs, de petits jardins un petit peu partout. C'est surprenant pour le Mexique aussi, on s'imagine pas forcément ça. Oui, et puis même pour rebondir sur ce que tu as dit Zoé, c'est qu'aussi quand on part loin, on n'a pas forcément nos voitures ou autre, donc on trouve des moyens en fait de se déplacer. Donc on allie le tram, puis après un train, etc. Et puis en fait, on se rend compte qu'on développe aussi d'autres manières de faire. Parce qu'on est obligé, mais aussi bah, du coup, on voit que c'est possible. Qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui aimerait participer à une mobilité internationale et qui n'est pas encore sensibilisé? Manon, si tu veux commencer. Eh ben, pour moi, bah, déjà oui, toutes les universités et écoles devraient sensibiliser les étudiants à ça parce que ça va permettre, de faire évoluer les choses. Mais sinon, pour moi, je dirais, c'est pas parce qu'on est loin qu'on doit pas agir comme ce qu'on fait à la maison. Donc en fait, garder son quotidien où on fait attention de manière un peu globale, donc c'est-à-dire, bah, le tri des déchets qui reste quand même très basique, mais qui pourtant n'est pas fait partout. Mais aussi, bah, quand on va faire du shopping, prendre un tote bag plutôt que les sacs plastiques sur place. Voilà, des éléments en fait qui sont très simples à mettre en place ou l'utilisation de produits zéro déchet pour pas rajouter des déchets en plus aussi bah, au pays. Donc voilà, c'est juste en fait garder son quotidien où on essaye un peu tous de faire quelques efforts et pas justement un peu s'enflammer parce qu'on est loin, parce qu'on fait une expérience qui change, etc. C'est vrai que moi je dirais comme Manon, c'est qu'on peut vivre de la même manière, avec les mêmes habitudes et les mêmes gestes qui sont importants au quotidien, le faire exactement à l'étranger. Après, c'est vrai qu'il y aura toujours la question du transport. Par exemple, en Argentine, déjà juste l'aller-retour en avion, bon, c'est déjà un gros problème. Mais bon, après, il faut aller vraiment plus loin. Est-ce qu'on est capable d'y aller en cargo? Est-ce qu'on veut y aller d'une autre manière encore, enfin, avec des voyages très lents ou pas? Mais dans tous les cas, une fois qu'on est sur place, il y a des millions d'options pour faire les choses aussi plus lentement et d'apprécier la culture. Et moi, je pense que si je pouvais encourager déjà n'importe qui à découvrir une culture, bon, bah, déjà, je trouve que c'est vraiment même très important. Mais en plus de ça, je pense que découvrir un pays plus lentement et avec ses habitants, donc avec des moyens de transport plus respectueux, dans tous les cas, ça permet aussi de se rapprocher de la population et de découvrir beaucoup mieux ce que vivent les gens au quotidien. J'avais vu que Erasmus+, donc si on prend un mode de transport plus doux, donc par exemple le cargo pour aller en Argentine, comme tu viens de dire, elle nous octroie des jours supplémentaires dans notre mobilité qui comptent du coup les jours de transport C'est supplémentaires. génial. Ouais, super ça. Et notre problème aussi qu'on pourrait voir, c'est que quand on est étudiant, on n'a pas trop d'argent. Et quand on pense au tourisme durable, on pense à quelque chose de super cher. Et donc il y a plein d'étudiants qui doivent se dire bah non, moi je peux pas
voyager durablement, je suis obligée de prendre un vol low cost parce que c'est pas cher et que j'ai pas trop d'argent. Est-ce que vous avez des conseils, vous, pour allier un petit peu les deux? Bah, moi, c'est ma problématique, à chaque fois que je crée mes voyages, c'est de rendre du coup, l'écotourisme, accessible à tous en termes de prix. Pour moi, en fait, il y a des petites choses, qu'on peut faire. Par exemple, amener son Tupperware quand on est en voyage. Souvent, des fois, on va pas toujours terminer son repas au restaurant ou autre, on aura des restes. Au moins, on les récupère dans le Tupperware, ça nous fait un autre repas, du coup, moins cher. Ça nous évite, de gâcher de la nourriture. Ça nous évite d'avoir un sachet en alu ou autre pour justement à prendre à emporter. Donc il y a des petits éléments comme ça qu'on peut mettre en place. Et sinon, c'est pareil, en fait, c'est allié aussi pour les transports. Au lieu de prendre l'avion, essayer de prendre un train puis un TER, sachant que les TER sont pas forcément très chers, ou allier TER puis vélo, alors ce sera plus long, mais au moins ça permet du coup de polluer moins et c'est pas forcément plus cher que l'avion. Alors après, je sais bien que c'est toujours une grande question. Moi-même, hein, j'ai souvent cette question-là de l'avion parce que c'est malheureusement ce qui est le moins cher dans la majorité des cas. Et il n'y a pas toujours d'option qui est équivalente, mais il y a aussi du coup, encore une fois, des petits gestes qu'on peut mettre en place qui vont rendre nos voyages plus éco-responsables ou aussi être en contact avec les locaux. Donc voilà, des éléments comme ça qui coûtent pas forcément plus cher et mis bout à bout, ça fait un bon effet par rapport à l'avion. Et toi, Zoé? Moi, tout d'abord, je dirais que ça va être de privilégier des activités qui vont être gratuites en plein air, par exemple. On imagine souvent des vacances avec beaucoup d'activités qui vont être très payantes et justement très polluantes. Et au final, il y a énormément de choses à faire qui sont gratuites. Déjà, c'est tout bête, mais quand on arrive dans une ville, déjà se dire, pendant 2 jours, je vais juste visiter, marcher et puis aller par exemple dans la campagne de chaque petite ville, faire des petites randonnées, faire du vélo, il y a beaucoup de choses. Par exemple, en Argentine, il y avait quelque chose que je trouvais super. Ils venaient de changer un peu tout ce qui était les circuits pour la dégustation de vin, donc près de Mendoza, c'est une ville, enfin, une région viticole. Et à la place, c'était des dégustations de vin, mais à vélo. Bon, alors c'est sûr qu'on ne buvait pas beaucoup, hein, parce qu'après, il faut reprendre la route. Mais c'était super, je trouvais, parce que sur une journée, on faisait un peu de vélo, on s'arrêtait, on pique-niquait. Et la journée revenait vraiment pas cher, avec une super expérience, et qui était en plus durable. Donc ça, par exemple, je trouve ça super. J'ai le souvenir aussi au Mexique, mais je pense que ça doit exister dans plein de villes. C'était les visites guidées gratuites qui étaient organisées et à la fin, juste tu donnes un petit pourboire, mais enfin ce que tu peux donner, ce que tu as envie de donner. Mais ça, c'était vraiment chouette et nous, on en profitait vraiment dès qu'on visitait une ville, on regardait visite guidée gratuite et il y en avait toujours une et en plus, ça, c'était super bien. On allait chez des producteurs locaux comme tu parlais tout à l'heure, Manon. Mais c'est aussi durant mon échange que j'ai découvert ces visites-là gratuites. C'est pareil, en plus, en n'ayant pas beaucoup d'argent, c'était vraiment pas mal. Tu nous as parlé à plusieurs reprises de ton entreprise Manon, Bodies and Trip. Donc, je te propose qu'on en parle un petit peu plus en détail parce que là on est en train de parler des petits conseils pour voyager pas cher et durablement quand on est étudiant. Donc toi, qu'est-ce que c'est un petit peu ton entreprise? Qu'est-ce que tu as voulu créer? À quel besoin un peu t'as eu envie de répondre avec Bodies and Trip? Alors du coup, Buddies and Trips, c'est une agence de voyage éco-responsable et insolite pour étudiants, étudiants étrangers en échange en France et étudiants français. Et en fait, à la suite de mon échange en Pologne pendant un an, j'ai pu participer un peu à des voyages aussi avec d'autres étudiants du monde entier. Et durant ces voyages, j'ai fait des activités qui étaient vraiment incroyables, que j'aurais jamais pu faire ailleurs, comme par exemple me baigner dans l'Arctique. J'ai rencontré les locaux qui m'ont raconté leur histoire, etc. Et c'est vrai que quand je suis revenue en France, tout ça, ça me manquait. Et j'ai envie de créer mes propres voyages, mais j'avais pas envie d'être un acteur en plus qui va polluer parce qu'on va prendre l'avion, on va prendre le car, etc. Enfin, pour moi, ça n'a plus d'intérêt aujourd'hui de créer encore le même style traditionnel d'agence de voyage qu'avant, parce que si c'est pour être un acteur de plus qui pollue, ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai vraiment voulu ajouter cet aspect-là, donc de l'écologie dans mes voyages, et aussi parce que dans mon quotidien, c'est quelque chose sur lequel je fais assez attention.
Et du coup, bah, j'ai allié mon amour des voyages avec mon envie de créer des voyages plus écologiques. Et c'est là que Buddies and Trips est né. Du coup, c'est des voyages de groupe packagés, donc sur une journée ou un week-end pour des groupes de 15 à 30 étudiants en moyenne. Et on va proposer à la fois des destinations qui changent un peu des plus touristiques. Donc comme ça fait vivre le tourisme plus local, faire vivre aussi les habitants. Mais aussi, du coup, une sensibilisation à l'écotourisme, que ce soit via l'utilisation de transports plus verts, donc transports en commun, le vélo, mais aussi tout ce qui est le train. Et une sensibilisation de manière plus globale dans tout ce qu'on a dit là depuis tout à l'heure, tous ces petits éléments qu'on peut mettre en place, c'est en fait d'en parler, de sensibiliser les étudiants à ça pour leur faire changer un peu leur manière de faire et rendre du coup ce tourisme-là plus accessible. Et du coup, une autre partie un peu plus insolite. Donc, j'ai trouvé des activités qui changent, comme du bowling humain, par exemple, et une dernière partie de cohésion et d'immersion dans notre culture française. Donc voilà, tous ces éléments-là réunis en un voyage pour les étudiants. Du bowling humain, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, on est dans une boule d'air, un peu comme celle qu'on a sur l'eau, et on va dévaler une pente, et le but, c'est de dégommer un maximum de quilles géantes. Ça, c'est vraiment une activité, quand j'en parle, tout le monde s'arrête dessus, parce que c'est moi-même, quand j'ai découvert, je connaissais pas du tout. Donc voilà, c'est une des activités un peu qu'on propose qui, justement, peut attirer. Ok, c'est trop drôle. Et du coup, tu arrives à réussir à avoir des petits prix adaptés aux étudiants? Bah, c'est le challenge à chaque fois, hein. J'ai pris des éléments sympathiques, c'est-à-dire la partie étudiante et la partie écologique, donc vraiment une galère pour les prix. Mais en fait, un moyen pour réussir, c'est déjà passer par des associations environnementales, par exemple. Donc des assos, j'en connais une qui a créé une sorte de 1000 bornes, mais version économie d'énergie. Et du coup, on apprend pas mal de choses en plus sur ce qu'on consomme, en fait, même en allumant la télé, en quoi que ce, enfin, tous les éléments du quotidien. Et c'est une activité pas chère qu'on peut mettre en place, qui permet en plus de faire un jeu tous ensemble, donc de créer des liens. Mais aussi, il y a pas mal de choses en fait qu'on va pouvoir faire nous-mêmes. Les guides qui vont partir dans les voyages, en fait, on va guider, on va faire la visite de certains lieux. Voilà, c'est en fait le principal pour essayer de baisser les prix, c'est de faire pas mal de choses nous-mêmes. Là, pour l'instant, tu es seule sur le projet ou tu as des associés? Je suis seule, j'ai eu 2 stagiaires là récemment, et j'essaye de faire grandir l'entreprise en ayant des stagiaires pour m'aider à avancer, mais pour l'instant, moi, je suis toute seule à la tête de l'entreprise. Mais je recherche un ou une associée pour la partie commerciale si jamais. Ok, bon, le message est passé. Comment tu arrives à te différencier des voyages étudiants qui sont déjà organisés par les universités, souvent à des prix assez imbattables? Bah justement, il y a une université, ils sont venus me voir pour organiser leur voyage. Alors oui, ils ont des prix imbattables parce qu'en fait, l'université prend en charge une partie du prix des billets. Donc forcément, ça les baisse. Mais en fait, ce qui me différencie, il y a pas mal de choses. Déjà, c'est le côté écologique. Aujourd'hui, dans tous mes concurrents, ou même universités, écoles, il y en a quasiment, enfin, il y en a pas qui font vraiment attention à cet aspect-là, alors que pour moi, c'est nécessaire en fait aujourd'hui. Et puis, mon but, c'est vraiment de créer des voyages qui changent de tous ceux qui créent tous, sachant que c'est assez redondant. C'est un peu tous les mêmes voyages qu'ils vont proposer en France, les mêmes destinations touristiques, etc. Donc moi, j'essaye vraiment de proposer d'autres styles de destinations avec la partie écologique et une grosse partie aussi d'humain. Pour moi, un voyage, tu peux être dans la plus belle destination du monde. Si tu t'entends pas avec les personnes ou que tu les connais pas, et ça sera pas un super voyage. Donc en fait, je veux vraiment jouer sur ce côté où on va faire des jeux ensemble, des challenges, des jeux en équipe, vraiment essayer de réunir tout le monde pour qu'ils passent un bon moment. Et les trois aspects mélangés, c'est comme ça que je me différencie Et aujourd'hui. tu disais que tu cherchais à faire découvrir la culture française aux étudiants. J'ai vu que tu proposais des cours de cuisine médiévale, de la pétanque, des cours de pâtisserie. Est-ce que Zoé et Manon, c'est quelque chose qui vous a manqué en Erasmus, de vraiment découvrir la culture du pays, mais vraiment les petites choses comme par exemple la pétanque? Moi, j'ai vraiment eu de la chance, c'est que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'Argentins. Donc, j'ai vraiment passé presque tout mon échange avec des Argentins. Donc, du coup, j'ai vraiment pu découvrir à la fois tous leurs plats typiques, leurs jeux, leur manière de penser, même leur politique, par exemple. Enfin, j'ai réussi un peu à avoir une image assez globale. Après, il reste toujours les petits détails, les petites. Mais je pense que vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de rencontrer, en tout cas, les bonnes personnes qui étaient très, très fiers de leur pays et qui voulaient vraiment me le faire découvrir en profondeur.
Ah bah, à l'inverse, j'étais beaucoup avec que les étudiants Erasmus, donc on était un peu dans notre bulle, très peu avec les étudiants étrangers aussi parce que nos cours en fait étaient entre Erasmus et pas avec les Polonais. Il y avait que moi parce que je faisais une licence d'anglais, donc les Polonais aussi en ont, donc j'étais un peu à leur contact, mais c'est vrai qu'on a eu cette immersion que la première semaine lors de la Welcome Week. On a découvert un peu leurs spécialités dans la ville, dans le pays, etc. Mais sinon, tout au long de mon parcours, non, assez peu. Et justement, ouais, ça me manquait d'être au contact peut-être de la population. Après, c'est à nous aussi de faire l'effort, mais c'est pas toujours facile, surtout quand on parle pas la langue. Et inversement, bah, les Polonais ont assez peur de parler anglais ou ne parlent pas très bien anglais. Donc c'est assez difficile, il y a cette barrière-là. Du coup, oui, c'est ça qui me manquait un petit peu, c'était vraiment de m'immerger vraiment dans leur culture. Et du coup, c'est ce que tu essayes de proposer, toi, aux touristes, enfin, aux étudiants étrangers en France. Mais c'est ça, c'est surtout que aussi quand j'ai fait un voyage par exemple en Laponie, on a été dans le restaurant d'un homme qui a été dans son village et il nous racontait son histoire et j'ai trouvé ça vachement intéressant, touchant et je me suis dit que c'était intéressant aussi de proposer ça aux étudiants avec les locaux qui puissent échanger. Enfin, ça change un petit peu à la manière de voir le pays aussi. Ça permet de changer la vision qu'on a et de se rapprocher un peu de la culture dans laquelle on est lorsqu'on est en échange. Et là, actuellement, ces activités, c'est surtout en région parisienne, c'est ça? Alors, pour démarrer et faire mes tests, oui, pour une question pratique, parce que je viens de région parisienne. Mais mon but, c'est vraiment de m'étaler partout en France. Et un des voyages que je risque d'organiser l'année prochaine, qui m'est venu suite à l'organisation de mon anniversaire, c'est vraiment en fait de se balader entre plusieurs villages de régions qui sont un peu moins connues, comme les Ardennes, comme la Creuse, etc. Et être un peu en contact des locaux, faire des activités tous ensemble. Enfin voilà. Donc, mon but, c'est vraiment de me mettre partout et qu'au bout de 2 ou 3 ans, j'ai un voyage un peu dans chaque région. Et en partenariat avec des universités. C'est ça exactement, école, université ou même programme, par exemple les au-pairs, c'est aussi des étudiants étrangers. Voilà, c'est un peu dans tous les sens, même les auberges de jeunesse qui accueillent des étudiants, enfin des jeunes qui voyagent. Donc oui, c'est assez ouvert aux jeunes. Je trouve que c'est une super chose juste parce qu'en plus, je pense qu'en France, les étrangers vont avoir quelques idées de la France, mais ça va être vraiment très cliché. Et je pense qu'en général, ils ont très très peu d'idées de qui on est vraiment, quel type de peuple on est, qu'est-ce qu'on aime dans... Enfin, c'est vrai qu'on va juste avoir les grandes images de la France, mais donc je trouve que c'est super si on peut faire découvrir la vraie France derrière tout ça. Je vous propose qu'on passe à la conclusion, enfin la dernière partie de ce podcast, qui est la partie où souvent je pose juste des petites questions rapides. Là, ce serait votre meilleur souvenir d'Erasmus. C'est difficile de choisir effectivement. Après, allez, je vais en donner deux. Nous, en fait, moi, j'étais dans une résidence étudiante en Pologne, donc on était pas mal, et on avait une cuisine commune avec tout le monde. Et en fait, quasiment tous les soirs, on se retrouvait tous dans la cuisine. Donc on mangeait, on faisait des jeux. C'était aussi ce qu'on appelait les pre-drinking, donc les before, avant de sortir ensuite. Donc on était tous ensemble, même les autres étudiants des autres résidences venaient chez nous parce qu'on avait une immense cuisine. Pour moi, c'est vraiment l'expérience Erasmus mise en une salle, un endroit. Et sinon, mon autre moment dont je me souviens le plus et qui explique aussi pourquoi j'en suis là aujourd'hui, c'est vraiment les 2 voyages que j'ai pu faire dans d'autres pays avec des Erasmus que je ne connaissais pas. Et vraiment de rencontrer des personnes du monde entier, de faire des activités, comme j'ai dit, qu'on ne ferait pas ailleurs et rencontrer vraiment les locaux. Voilà, c'est vraiment des expériences qui ont été incroyables et qui m'ont amené là Alors là, aujourd'hui. j'arrive toujours pas en fait à trouver. Mais parce que C'est non, mais dur. oui, j'ai plein de super souvenirs, mais il n'y en a pas un qui enfin, ils étaient vraiment tous excellents. Mais si, à la limite, je suis partie en randonnée sur quelques jours dans une petite région à côté de là où je vivais. Et c'était 2 jours avec justement, donc c'était que des Argentins, dans un groupe que je ne connaissais pas, mais pas des étudiants, hein, des gens qui venaient un peu de partout du pays. Et donc c'était 2 jours où on dormait en gîte. Et ça a été une super expérience parce que j'ai vraiment été pour le coup dans la culture argentine à fond. Et en plus, j'étais en plein dans la nature et donc c'est vraiment tout ce que j'aimais. L'Argentine en général a été vraiment un grand, grand, grand coup de cœur. J'ai pu beaucoup voir de choses et rencontrer beaucoup de monde. Et justement, j'ai, en termes de rencontres, un autre très, très bon souvenir que je n'arrive pas à retrouver, en tout cas à d'autres endroits. Il y avait donc un événement tous les mercredis dans un bar. Le but c'était de rencontrer des gens, c'était juste ça, c'était le thème de la rencontre et tout le monde était debout dans un bar, il fallait juste aller parler aux gens et
on devait se poser les drapeaux des langues qu'on a envie de parler, en gros, quand on rentre dans le bar. Puis après, on va parler avec tous les gens qu'on veut. Et ça m'a permis de rencontrer, mais vraiment énormément de personnes. Donc, c'était le rendez-vous du mercredi. Et ça, c'est un très, très, très bon souvenir. Et ça, à Paris, ils le proposent dans le social bar, Oui, où le but c'est d'aller à la rencontre des gens et de pas rester avec son groupe d'amis comme on fait dans les bars habituels, et vraiment d'aller vers les autres. Je crois qu'ils proposent des activités pour justement pousser les gens à aller se parler. Qu'est-ce que vous diriez que votre expérience à l'étranger a changé dans vos vies, dans vos carrières professionnelles, enfin dans vos choix après de poursuite d'études? Pour moi, tout. C'est une expérience qui a vraiment tout changé chez moi. Ça m'a permis de mieux me connaître, d'évoluer. Enfin, ça a vraiment fait la personne que je suis aujourd'hui. Et pour moi, sans cette année-là, je pense que j'en serais pas là. Ça m'a permis aussi de savoir où je voulais aller et dans quoi je voulais travailler. Donc, c'est grâce à mon année Erasmus que j'ai décidé de partir dans le tourisme. Et ensuite, c'est grâce à mon année Erasmus que j'ai voulu du coup créer mon agence de voyage pour les étudiants étrangers qui sont en mobilité, mais aussi les étudiants français. Mais en fait, c'est clairement, ça a changé. Je pense que ça a fait un tournant un peu dans ma vie d'étudiante, et qui fait qu'aujourd'hui, je suis en pleine création de cette agence. moi, pour ma part, je ressemble beaucoup à Manon, je pense, sur ça. C'est que, donc, moi, c'est un peu aussi mon objectif dans la vie de travailler dans le tourisme. Le tourisme durable, ce serait un gros plus. Et moi, je pense que c'est exactement pareil. Je pense que le voyage fait partie intégrante de ma vie en général, et ça me l'a confirmé. Je pense que c'est quelque chose qui apporte énormément au niveau autant personnel pour chacun, et moi en plus professionnel, parce que je me dis que voilà, c'est quelque chose qui me passionne tous les jours. Donc voilà, moi c'est à peu près pareil que Manon, je dirais. Sauf que Manon, elle est encore plus loin, avec plus d'audace. Après, chacun son Oui, rythme aussi. c'est ça. Et puis moi, j'ai fini les études et toi, pas C'est vrai. encore. Et si là, vous avez un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent, surtout aux étudiants, à ceux qui se poseraient des questions sur l'Erasmus, ceux qui seraient en Erasmus, qu'est-ce que vous leur diriez? Un petit peu le mot de la fin, le mot libre. Eh bien, moi, je leur dirais de foncer et de ne pas douter une seule seconde, de ne pas avoir peur surtout, parce que je suis souvent confrontée à beaucoup de personnes qui ont peur, qui vont avoir beaucoup de préjugés sur le fait d'emménager des fois loin de sa famille, d'un peu sortir de sa zone de confort. Et moi, je leur dirais vraiment de foncer. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on apprend à connaître les autres. Donc voilà, foncez. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Zoé. Et aussi pour moi, le mot que je dis déjà autour de moi, c'est n'ayez aucun regret. Donc faites les choses, restez pas chez vous parce que la flemme, parce que la fatigue, parce que si vous connaissez personne au début. Mais c'est justement en faisant ces petits efforts-là que vous rencontrerez du monde, et que là, l'expérience deviendra vraiment l'expérience Erasmus en soi. Et c'est vraiment, oui, n'ayez aucun regret, foncez, comme tu as dit, et, euh, et faites-vous un maximum de souvenirs. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci Zoé, merci Manon de nous avoir partagé vos expériences d'Erasmus. J'espère que ça vous a plu. Donc, Merci on a à aussi toi. pu découvrir Buddies and Trip. Les premiers voyages, si je ne me trompe pas, commencent dès le mois de juin. Et oui, ce samedi, là, ce 17 juin, on a un premier voyage, et la semaine prochaine également, et on a déjà vendu les premières places. Trop bien. Et donc ce podcast sort le 23 juin. Est-ce que tu as des voyages qui sont prévus après ou c'est plutôt pour la rentrée Ça 2023? va être plutôt pour préparer la rentrée 2023, mais on sera aussi présent au Delta Festival du coup fin août, donc aussi on va préparer ce festival-là. C'est à Marseille, le Delta Festival. C'est ça, exactement, oui. Et on peut te retrouver, j'imagine, t'as un site internet, tes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ça. Exactement, tout ça, ouais, avec Buddies and Trips à chaque fois. On mettra ça en description, et je mettrai aussi en description tout ce que j'ai trouvé sur le site d'Erasmus+, de leur engagement sur la durabilité. Ils proposent plein de projets à faire avec des lycées, des collèges, des universités, donc en lien avec les 3 piliers du développement durable. Ils donnent plein de conseils. Ils ont aussi des tables rondes intéressantes sur ce sujet pour élargir un petit peu nos réflexions. Donc je mettrai aussi tout ça en description. Il faut que j'aille voir. Et puis voilà, merci. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram,
podcast.vert où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.